Bonjour Marie-Thérèse, merci d'avoir accepté cette interview pour Vertical. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Première question, quel est le cas qui vous a le plus impressionné, sur lequel vous avez enquêté, qui vraiment surpasse tous les autres cas? Dans le domaine des enlèvements ou dans le domaine des enlèvements. Des enlèvements. Alors, et l'ufologie aussi. Alors il y a un cas que je trouve tout à fait spectaculaire, qui est peu connu des Français, et ce qui est absolument scandaleux, parce que, à mon avis, c'est un des plus passionnants. C'est le cas de Carl Higdon. Carl Higdon, c'est un que évidemment j'ai rencontré ainsi que sa femme. Moi je me balade beaucoup, je vais voir les gens, hein, je ne me contente pas de lire les publications des autres. Et Higdon décide un jour de partir à la chasse dans le Wyoming, dans le but d'ailleurs de ramener du bétail à manger, je précise. Il prend sa voiture. Sur la route, il tombe, je vous le résumer ce cas parce qu'il est très très riche. Donc j'abrège. Il s'arrête à un moment où il pense trouver du gibier et il voit 5 élans absolument magnifiques. Pour un chasseur, 5 d'un coup. Il prend son fusil, Winchester, il épaule et au moment où il va tirer, tout l'univers bascule. C'est-à-dire, les oiseaux ne chantent plus dans la forêt, il n'entend plus de vent dans les arbres, tous les bruits s'éteignent, il épaule, il tire, et il se passe quelque chose d'encore plus extravagant, dont heureusement nous avons les preuves, parce que les raconteurs c'est bien joli. La balle, au lieu de partir, sort tout doucement du canon, fait un petit plouf et tombe par terre. Higdon, heureusement pour nous, est tellement ahuri qu'il a le réflexe de ramasser la balle, autant vous dire qu'elle a été examinée, et la met dans sa poche. Il est complètement ahuri. Et quand toujours dans ce qu'on appelle l'univers Oz, hein, cet univers étrange, où il n'y a ni bruit, ni son, ni rien, il voit une créature tout à fait extravagante, avec 2 grandes cornes, qui lui tombent presque sur les épaules, recourbées, très massif, très trapu, pas de menton, la tête était fichée directement dans les épaules, il y avait un continuum du cou, pas de menton. Et cette entité lui pose cette question fondamentale: comment allez-vous? Higdon est complètement estomaqué, et l'individu à ce moment-là lui demande: est-ce que tu as faim? Higdon ne répond pas, il est un peu tétanisé de stupeur. Et l'individu n'avait pas des bras normaux, il avait c'est le bras gauche qui se termine par une sorte de pince. Et là on est dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, c'est moitié conte du Moyen-Âge, moitié Alice au Pays des Merveilles. Il lui tend une boîte dans laquelle il y a des pilules et il lui donne l'ordre: mange. Et Higdon n'a pas le choix, il prend la boîte, il y avait plusieurs pilules, et au moment où il prend une pilule, il obéit, il la met dans sa bouche. L'entité lui dit: ça te durera 4 jours. Et à ce moment-là se matérialise une soucoupe qu'il n'avait jamais vue. Lui était dans une forêt normale, avec des élans normaux, croyait-il. Et sans savoir comment, il se trouve d'un seul coup à l'intérieur de l'engin. Et l'engin, comme très souvent le racontent les témoins, est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, bien. Et dans cette soucoupe, il y a des entités, mais il y a surtout 4 élans qui ne bougent pas, etc. Il y a un tableau de commande avec un levier, et l'OVNI décolle. Périple dans les espaces, et ils arrivent à une planète tout à fait dérangeante pour Higdon, qui est un homme équilibré, hein, qui voit des tours très lumineuses, avec des lumières circulaires qui tournent autour, etc. Et enfin, je vous abrège tout ça, il se trouve évidemment confronté à la célèbre séance de la table d'opération. Et là, lorsque les entités se penchent vers lui, elles ont l'air extrêmement déçues et lui disent: tu ne fais pas l'affaire. D'un air très méprisant. On rentre.
Et Higdon se retrouve dans la soucoupe, tchouf, qui repart, et à un moment, alors que le voyage est presque instantané, on le largue littéralement dans le vide. Higdon ne sait pas de quelle hauteur on l'a laissé tomber, mais enfin d'assez haut pour qu'il soit quand même dans un sale état. Il ne sait absolument pas où il est, et puis il voit ce qui lui semble être une voiture ou un camion, et en rampant, il se traîne vers cette voiture, s'y installe, et ce qu'il a sauvé, c'est qu'il est cibiste, et avec la cibie, il appelle des secours, et dit « je ne sais absolument pas où je suis ». Enfin, on arrive à le trouver. Alors je précise quand même que c'est extraordinaire. Higdon se retrouve dans sa voiture, que sous le choc, il n'a pas reconnue. Mais sa voiture n'était pas du tout où il l'avait garée, parce qu'il l'avait garée au bord de la route. Sa voiture, ça a posé un véritable problème à l'équipe de secours qui est venue le récupérer, se trouve au milieu d'une tourbière, qui est tellement marécageuse qu'il faut appeler d'autres secouristes pour mettre des échelles pour que les hommes grenouilles puissent s'approcher de sa voiture. Personne ne comprend comment la voiture a pu aboutir là. Il donne évidemment sous le choc. On a prévenu sa femme, que j'ai rencontrée, Marguerite, et il est évidemment hospitalisé. Et dans son transport vers l'hôpital, il raconte des choses absolument invraisemblables. Et les équipes de secours pensent qu'il est tombé sur la tête, c'est normal, il délire. Bon. On l'amène à l'hôpital, il est examiné de fond en comble. Et la chose qui est tout à fait étonnante, c'est que, rappelez-vous cette phrase que lui auraient dit les intelligences anonymes qui se pensaient sur lui, « tu ne fais pas l'affaire ». Higdon avait été opéré, et donc il était stérile. Première chose. Deuxième chose. Higdon était en congé de maladie, avec un certificat, tout ça c'était enquêté et retrouvé. Il n'avait qu'un seul poumon, donc il ne pouvait pas travailler de façon normale, et il touchait une pension d'invalidité. Je peux vous dire que les pensions d'invalidité, on ne les distribue pas n'importe comment, c'est quand même vérifié. Mais lorsque Madame Higdon récupère son mari, elle prend le dossier médical et elle dit « mais c'est pas le dossier de mon mari ». « Bien sûr que si, c'est le dossier de mon mari ». « Mais non, mon mari n'a qu'un poumon. Vous avez il a un poumon complètement détruit, rétréci, etc. Vous me donnez des photos et des radios de quelqu'un qui a 2 poumons. » Alors l'hôpital, mais c'est bel et bien les radios de votre mari. Elle avait évidemment le dossier médical de son mari avant, parce qu'on n'a pas une pension d'invalidité sur des présomptions. On compare, personne ne comprend. Alors là, on sort vraiment dans un domaine qui sort un petit peu des sentiers battus, parce que là, on ne peut pas expliquer ça par l'effet placebo. Ah bah, c'est pas un phénomène d'auto-guérison. Ça sera un super effet placebo. Oui. Alors, cette affaire de Higdon que j'aime beaucoup, qui date de 1974, rappelez-vous, en 1974, les enlèvements n'étaient pas aussi courants et connus que maintenant. Devant l'étrangeté du cas, c'est-à-dire un poumon dont on savait qu'il n'était pas opérable, qui est complètement reconstitué, l'analyse de sang est d'ailleurs très intéressante, parce qu'il y avait la composition de son sang n'était pas sa composition habituelle. Il faut comparer les choses avant et après. Alors, cette guérison absolument, entre guillemets, miraculeuse, le fait que la voiture se soit déplacée. La police ne peut pas expliquer comment la voiture est arrivée dans ce bourbier. Que Higdon n'ait pas reconnu sa propre voiture, qu'ils sont montés dedans, c'est normal après un tel choc, bon. Mais l'arrivée de sa voiture, inexplicable. La guérison, inexplicable. Alors, on a fait appel parce qu'il y a des connotations tout à fait parapsychologiques, enfin pas entre guillemets normales, dans le sens statistique du terme, dans ce cas-là.
On appelle le recteur de psychologie de l'université de Laramie, qui est un personnage absolument délicieux, et qui étudie évidemment le cas Higdon, l'interroge, électroencéphalogramme, etc. Et on avait, n'oubliez pas, on avait, heureusement pour nous, la balle que Higdon avait eu l'intelligence de ramasser. Et cette balle a été confiée à un institut de métallurgie qui on ne comprend absolument pas. Le plomb avait disparu, mais la douille était retournée, comme si c'était un gant qu'on avait retourné. Bah, une douille, ça ne se retourne pas, je suis désolée. Bon. Alors moi j'aime ce cas parce que ce ne sont pas simplement des belles histoires qu'on raconte avec ou sans hypnose, mais qu'il y a quand même quelque chose de concret sur lequel on peut s'appuyer et qui n'est pas négociable. Les faits sont les faits. Bon, moi je me méfie toujours des récits obtenus sous hypnose, je me méfie de cette soif de publicité qui pousse beaucoup les gens à faire des témoignages, je me méfie beaucoup. Mais je reconnais que le cas de Higdon, moi, est un de mes préférés. J'aurais juste quelques questions. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où il a été enlevé, le témoin a été enlevé, et le moment où on retrouve sa voiture? La même journée. C'était dans la même journée? La même journée, puisque la femme n'était pas inquiète que son mari... Il n'y a pas eu... Non. C'était dans la même journée. Et juste une dernière question sur ce cas-là, qui est quand même un cas exceptionnel. Donc vous êtes allé aux États-Unis enquêter. Oui, bien sûr. Vous avez rencontré le témoin. J'ai rencontré le témoin, j'ai rencontré sa femme. Il a eu des ennuis au point de vue universitaire parce qu'il s'intéressait à ces zones un peu marginales. Bien sûr. Il était très embêté par les Américains au point de vue universitaire et il faisait quelque chose de formidable. Il organisait, parce qu'il est décédé très récemment, il y a même pas 2 mois, il organisait des conférences qui s'appelaient Rocky Mountain Conference, où je suis allé 6 fois. J'ai jamais rencontré un ufologue américain. Si, j'ai rencontré Jacques Vallée. Bon, enfin, c'est pas un ufologue américain. Bon. J'ai jamais rencontré un ufologue français, je veux dire. Jamais rencontré. Et qui avait ceci de très sympathique, c'est que à la fois, on voyait des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des abductés, et tout ça, très confraternellement, tout le monde échangeait, etc. C'est quelqu'un qui a fait un boulot fantastique et qui avait une grande empathie pour entrer dans des cas qui sont quand même difficiles à vivre. Une dernière question sur ce cas. Est-ce que vous avez eu accès au dossier médical? Alors, on n'a jamais... je n'ai eu accès qu'à 2 dossiers médicaux de toute ma vie. On ne peut pas avoir les dossiers médicaux. Oui, ça, c'est impossible. C'est une conseil, il n'y a rien à faire. Très bien. Enfin, le cas est complètement béton. Et puis, il y a ce côté, je dis, médiéval. Et puis, enfin, vraiment, tu as faim, mange. Comme Alice au pays des merveilles. Voilà. Bon. Puis les pilules. Oui, c'est assez formidable. Alors, si vous voulez des distorsions temporelles, alors il faut regarder le cas du caporal Valdés. C'est le cas qui peut-être rassemble le plus grand nombre de superlatifs, parce qu'il est le plus étonnant et le plus frustrant. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes en 1977, au Chili, dans les montagnes, où il y a un petit groupe de soldats, sous la houlette du caporal Valdés, qui, entre autres, surveille 1000 chevaux qui appartiennent à l'armée. Détail qui est important parce que les animaux ont des réactions, vous comprenez? On dit, tu te fais des histoires, etc. En principe, les animaux n'ont pas d'imaginaire. Ils n'imaginent pas qu'il y ait quelque chose qui leur fait peur. S'ils ont peur, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Bon. Alors, Valdés est là ils sont simplement 7 hommes. On a tous les noms, tout ça c'est connu, vous recevrez toutes les photos que vous voulez. Et vers les 4 heures du matin, Pedro, c'est un des hommes, va trouver le caporal Valdés en disant, caporal, il y a une lumière bizarre. Et effectivement, dans le ciel, on voit une lumière violette.
Nous sommes en plein décor de montagne, dans les Andes, c'est magnifique. Alors Valdés, qui se sent chef, prend son autorité de chef, il se dirige vers la lumière, et à ce moment-là, il y a une deuxième lumière qui arrive. Et Valdés crie bien, à la fois pour montrer à ses soldats qu'il est le chef, et sans doute pour se rassurer. Qui êtes-vous? Présentez-vous, identifiez-vous. Enfin, il joue son rôle de petit chef. Et là, sous les yeux des 6 hommes, il disparaît. On ne le voit plus. Bah écoutez, un caporal ne disparaît pas comme ça, c'est lui le chef en plus. Hein. Quand le chef disparaît, c'est la panique chez les Faufions. Et les 6 autres hommes le cherchent, on ne retrouve pas Valdés. Et puis d'un seul coup, comme magiquement, pouf! Valdés chute sur le sol. Il est là, dans un état de choc. Et il tient des propos complètement incohérents. Vous ne saurez jamais qui nous sommes. Vous ne savez pas d'où nous venons. Mais nous reviendrons. Et là-dessus, il s'évanouit. Détail qu'on découvrira plus tard. Ça, les hommes les pensaient à le noter. Il était parti, évidemment, dans les montagnes. Il était parti avec des bottes. Quand il revient, il n'a plus de bottes. On ne les a jamais retrouvées. C'est un petit détail. Bon. Et quand Valdés revient à lui, dans sa tête, il a eu une absence de quelques minutes. En réalité, il est resté 3/4 d'heure dans les vapes. Et là, il dit, faut qu'on rentre à la base tout de suite. Mais les soldats sont absolument ahuris. Ils avaient vu Valdés 1 heure avant. Valdés était parfaitement rasé. Et là, il apparaît avec une barbe de 5 jours. Alors, je me suis renseigné auprès des illusionnistes. Aucun truc ne permet de faire pousser d'accélérer la poussée du système pileux. Bon. Ensuite, on s'aperçoit que sa montre, on peut toujours truquer une montre. Sa montre ne donne pas la bonne heure et surtout, le calendrier de la montre avance de 5 jours. Bien. Et Valdés revient à sa base. Et là, évidemment, il est hospitalisé. Il reçoit toutes sortes... Alors, n'oubliez pas qu'à l'époque, hein, nous sommes en plein régime dictatorial. Et on ne plaisante pas au Chili, hein, vraiment. Mais l'affaire fait un énorme bruit. Et le gouverneur de la région ne peut pas empêcher que ça paraisse dans les journaux locaux. Ça fait un boom total au Chili, un soldat qui disparaît et qui revient 1/4 d'heure après avec une barbe de 5 jours et une montre qui prouve qu'il était absent 5 jours. Alors le gouverneur de la région est obligé d'autoriser la publication. Valdés subit des examens, électroencéphalo, etc. Il subit le test du détecteur de mensonges, et, ce qui est très important pour l'ufologie, devant les résultats des examens, le gouvernement chilien est obligé de reconnaître la totale sincérité de Valdés, et ce qui était une façon de reconnaître les ovnis par le gouvernement chilien. Je vous signale que le Chili a été un des premiers pays au monde à reconnaître officiellement l'existence des ovnis. D'ailleurs, je dis toujours qu'on ne peut pas s'intéresser aux ovnis sans aller au Chili. Hein. C'est pour ça que depuis 15 ans, j'y vais régulièrement. Oh, depuis plus que 15 ans. Bon. Chose dommage quand même, la montre de Valdés, qu'il n'a pas, lui a été confisquée à l'hôpital. Et pour autant que je chasse, elle n'a jamais été expertisée et nul ne sait où elle est. C'est quand même un peu fâcheux, mais ça, je n'y peux rien. Mais vous allez voir que l'histoire va se compliquer. Parce que, très vite, tant Valdés que ses 6 autres compagnons ont l'ordre de ne jamais répondre à des enquêtes sur le sujet. Et au Chili, on est obligé d'être le doigt sur la couture du pantalon. Néanmoins,
il y a eu une interview de Valdès qui a fait grand bruit, où Valdès a confirmé tous les dires de ses compagnons. Il dit, moi de toute façon j'étais pas là, je savais pas du tout que j'étais parti, je savais pas du tout que j'étais revenu. Je sais qu'à un moment je me suis retrouvé dans les montagnes, j'avais horriblement mal au rein, il avait fait une chute, moins grave que celle de Higdon quand il est tombé. J'étais très mal, et il ajoute un détail dont il n'avait jamais parlé. Il m'est arrivé une aventure très bizarre. J'étais dans ma chambre, qui est une chambre, évidemment il dorme avec d'autres militaires, et à un moment je me suis senti, j'ai senti qu'il y avait une présence, je ne pouvais absolument pas bouger, je ne pouvais pas appeler, et je sentais qu'on m'appuyait très fort sur la poitrine. Alors ça c'est mon commentaire à moi, ce sont des symptômes tout à fait classiques de la paralysie du sommeil. Alors, je ne peux pas dire que c'était une paralysie du sommeil, mais ça ressemble à s'y méprendre. Hein. Il y a eu toutes sortes d'ouvrages très sérieux là-dessus. Aux États-Unis, on appelle ça the old hag, la vieille sorcière. Parce que les gens qui sont dans cet état de paralysie, qui fait partie, cette paralysie du sommeil fait partie du cycle du sommeil. Tout le monde ne la vit pas, mais on a cette impression de paralysie, on ne peut pas parler, et surtout quand vous appuyez très fort sur la poitrine. Bon. Et quand même, Valdès maintient son propos, ses camarades aussi. Alors là, l'armée décide, il faut les séparer, ceux-là. Donc, au lieu qu'ils continuent à mener la même vie dans le même régiment, ils sont envoyés l'un à droite, l'un à gauche, etc. Ce qui fait que pour une enquêtrice comme moi, c'était quand même bigrement compliqué. Je suis allée à l'hôpital militaire de Santiago. J'ai essayé évidemment d'avoir le dossier médical et évidemment je ne l'ai pas eu. Et j'ai recherché la trace de Valdès, dont le parcours après son enlèvement était quand même très chaotique. Parce qu'après avoir tout confirmé, lorsqu'il était hospitalisé, on lui a proposé de faire une régression hypnotique. Il a refusé. C'est presque sans précédent, ça. Les gens veulent savoir par n'importe quel moment, ils veulent même savoir des choses qui ne correspondent à rien, mais ils veulent. Là, refuser. Panique. Quand on lui demande, est-ce que vous avez l'impression que ces entités, entre guillemets, parce qu'au début, il acceptait l'idée qu'il avait été enlevé, hein, étaient mauvaises, il dit oui, elles sont mauvaises, sinon elles ne m'auraient pas fait ça, et ça va être très grave pour nous. Bon. Et puis, d'un seul coup, il fait... Alors moi, je fais une demande officielle au gouvernement pour rencontrer Valdès. Je me suis cru retrouver à la bonne époque où je faisais des recherches en Malaisie sur des ethnies très particulières, où je devais distribuer mes empreintes digitales. Je passais mon temps à donner mes empreintes digitales. Pour voir Valdès, j'ai dû donner 30 fois mes empreintes digitales, et je n'ai jamais eu l'autorisation. C'est mal me connaître, évidemment, j'ai récidivé. Alors Valdès n'a pas été sympa avec moi parce que je l'ai vu. Je lui ai dit, en lui mentant, mais c'était normal, que j'étais venu de France simplement pour le voir, donc je vais régulièrement en Chili pour étudier les ovnis. Donc, bien. Et il me dit, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous parler, mais la prochaine fois, je vous donne ma parole que je vous parlerai. Ça reste là. Le temps passe, et d'un seul coup, Valdès fait des déclarations en disant « Je n'ai jamais été enlevé, tout ça c'est une mauvaise interprétation », et to make a long story short, il dit qu'en réalité, ses camarades ont tout inventé, plus exactement ils ont mal compris, il s'était éloigné, non pas du tout parce qu'il y avait une lumière violette, il s'est éloigné parce qu'il avait envie d'uriner. Bon. Et qu'après ça, ils ont tout inventé. Ses copains sont furieux, mais ils n'ont plus le droit de se rencontrer. Valdès dit maintenant, je les ai plus jamais vus, rencontrés. Nous avons des contacts, nous n'en avons plus maintenant. Mais au début, nous n'avions plus que des contacts téléphoniques. Ses autres camarades ont toujours persisté dans leur même version. Alors, il y a quand même une chose,
c'est que maintenant, subitement, enfin pas subitement, d'un seul coup, ce militaire de carrière est devenu pasteur protestant. À mon avis, c'est parce qu'il veut ne pas avoir d'ennui avec sa hiérarchie qui refuse de se positionner, même si, comme vous avez dû le voir, le Vatican, avec armes et balais, a indiqué très officiellement qu'il n'était pas du tout contre l'hypothèse de l'existence d'autres civilisations extraterrestres, que ça ne dérangeait absolument pas la foi. Il y a toutes les déclarations du Vatican. Donc le Vatican s'est couvert, entre parenthèses, on peut se demander si le Vatican n'en saurait pas un peu plus pour prendre une telle position. N'oubliez pas que le Vatican, les gens ne savent peut-être pas, mais le Vatican a un département d'astronomie qui est un des meilleurs départements d'astronomie au monde. Alors, moi, je pense que la position de Valdès n'est explicable que par sa nouvelle activité, enfin, c'est pas nouveau, parce qu'il est pasteur depuis au moins l'année 78, je crois, par ses fonctions au sein de l'Église protestante. Alors, il faut savoir que ce cas, qui pour moi est un des plus bouleversants, parce que, je vous dis, cette barbe de 5 jours, ça ne s'invente pas, le détecteur de mensonges, tous les hommes la montrent, etc. Il n'y a eu aucune enquête, il y a eu un ufologue, et j'espère que vous allez retrouver son livre pour le donner à la couverture, qui a travaillé, qui a refait toute l'enquête, et il a mis simplement 10 ans à faire son enquête. Alors il y a quand même des choses qu'on a appris depuis, c'est que l'endroit où ce serait, je suis obligé d'utiliser le conditionnel, poser l'OVNI, est quand même enfoncé de à peu près 30 cm. Que tous les soldats ont dit que les chevaux étaient en panique. Les chevaux, ça ne se panique pas sans... Bon. Que sur le site qui était bien exploré, des armes et des effets personnels ont disparu. Qui les a pris, ça, on ne sait pas. Mais chose plus intéressante, c'est qu'on a retrouvé des armes, on est quand même avec des militaires, qui avaient été complètement tordus si ça avait été, comme si ça avait été des simples objets en plastique qu'on avait chauffés. Et dernier point, lorsque Valdès a repris ses esprits, il a tout de suite voulu appeler sa base. Ils sont paumés dans la montagne, c'est normal, ils appellent le QG. Jamais pu rentrer en contact avec le QG. Pourquoi cette panne qui les empêche d'un seul coup alors que ça a toujours bien marché? Il y a quand même des... Il y a un seul livre qui s'appelle les Sentinelles, je crois, les Sentinelles de la Lune. Enfin, vous retrouviez voilà. C'est la seule enquête. C'est pour ça que je vous dis, c'est le cas le plus frustrant et quand même un des plus passionnants, cette histoire de barbe. Je sais bien que Jacques Vallée raconte très souvent l'histoire d'un étudiant qu'il connaît, qui se baladait avec d'autres étudiants, et il avait mis, comme ça pour s'amuser, à l'époque les étudiants étaient bien habillés avec une veste et une boutonnière, il avait mis une pâquerette dans sa boutonnière. Et puis cet étudiant a disparu. Et quand il a réapparu, un jour plus tard, la pâquerette n'était toujours pas fanée. Dans les disparitions temporelles, j'ai eu un cas absolument formidable, j'ai fait une émission dessus, d'un cas français. Un couple français que je connais bien la femme dont le frère était un abducté. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dans mes dossiers, j'ai vraiment des bons absolument formidables. Je peux dire le nom, d'ailleurs le frère, parce qu'elle, je ne peux pas dire son nom, il s'appelle Gérald Gaverio, qui depuis ses enlèvements a développé un joli talent de dessin, ce qui arrive souvent chez les Anglais. Bon, enfin, la sœur a des aventures absolument extraordinaires. Et elle a une liaison avec un homme qu'elle est très attachée, et ils décident tous les deux de passer le réveillon ensemble. Donc pour ça, ils partent le week-end dans leur maison de campagne,
Et ils font, comme tous les bons amoureux, leur course pour se faire un délicieux festin de Noël. Donc ils achètent des tas de choses fort chères, du caviar, etc. Bon, très bien. Je précise que lui est physicien, c'est un scientifique, qui s'intéressait beaucoup aux ovnis, et que quelques années auparavant, il avait eu l'idée, malencontreuse, de parler avec des collègues du dossier OVNI. Il s'est rendu compte qu'il ne fallait surtout pas parler du dossier OVNI, sinon il était pris pour un fou. Bon, maintenant on peut commencer à en parler. Bon, enfin, il a compris que c'était tabou. Or, ils passent tous les deux leur week-end, et puis la veille, l'avant-veille donc du réveillon, ils vont se coucher. Et le lendemain, ils reçoivent des tas de coups de téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas au bureau. Alors, la fille dit, enfin, je ne vais pas aller au bureau. C'est le week-end du 1er janvier. Laisse-nous, on est là pour le réveillon. En fait, tu te fous du monde, on est le 3 janvier. 3 janvier. Bon. Même chose pour lui. Et quand ils vont à la cuisine, ils voient effectivement que ils n'ont pas fait de réveillon, que tous les choses sont encore dans leur bel emballage, leur famille était inquiète, donc il y a eu toutes sortes. Le cas était tellement formidable que lorsque mon ami Bud Hopkins, je vais venir en France, est venu, j'ai fait une émission avec lui sur ce cas, et Bud, qui est quand même le spécialiste, pour moi c'est le meilleur spécialiste des rêvements, Mac vient après, hein, ça c'est mon avis. Bon. Il a fait une émission, il m'a dit mais c'est un des cas formidables comme je n'en ai jamais eu. Et Dieu sait qu'il a eu des cas lui. Hein. Bon voilà. Donc le temps n'est peut-être pas exactement ce que nous pensons. Marie-Thérèse, est-ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse réunion du Massachusetts Institute of Technology, dont le thème était les enlèvements, justement? Oui, c'était tout à fait extraordinaire, parce que ce congrès a eu lieu au MIT. Hein. Le MIT, c'est pas quand même négligeable comme adresse. Et c'est délibérément que ce congrès avait été situé là pour bien montrer l'importance du sujet. Le congrès avait été organisé par Pritchard, qui n'est pas du tout un ufologue, hein, qui est physicien des hautes énergies et qui est considéré comme nébulisable. Donc c'est pas une petite pointure de la physique, et par le psychiatre John Mack. Alors ce congrès, où il y avait tous les spécialistes, était destiné surtout aux psychologues, aux travailleurs sociaux, à toute la communauté des psys qui voyaient débarquer dans leur cabinet des gens qui leur racontaient des histoires complètement invraisemblables, et des histoires qui, je le précise, ne font pas partie des troubles psychiatriques certifiés. Il y a un dictionnaire des troubles psychiatriques qui s'appelle DMT aux États-Unis, où tous les troubles, vous pouvez avoir tout, dans les asiles, vous rencontrez ce que vous voulez, mais les gens qui se disent enlevés par les extraterrestres, ça n'existait pas. Donc les psys ne savaient pas par qui vous prendre ça, surtout que l'analyse des témoins m'a montré qu'ils n'étaient pas fous. Donc c'était quand même un petit peu dérangeant. Alors moi, ce sujet me passionne évidemment. Évidemment, je ne dis rien à mon journal, parce que tous mes coups vraiment tordus, je les fais sans lire mon journal. Si ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Il n'y a que moi qui ai payé les machins, etc. Puis si ça aboutit, c'est très bien. Et le MIT me refuse parce que je suis journaliste. Et malheureusement, je suis un petit peu connu comme journaliste, il me refuse. Je téléphone à Jacques Vallée qui me dit non, ça n'a aucun intérêt, c'est que de la connerie. Moi, ça m'intéressait, voyant la liste des participants. Et j'arrive, je m'installe à l'hôtel, et j'avais pas le droit de rentrer au MIT. Donc je me pointe au MIT avec dans mon sac une perruque et un pantalon. J'étais arrivé en robe, etc. Et quand j'arrive, je savais que je ne pouvais pas rentrer. Il y avait, j'ai dit non, je ne viens pas pour le congrès. Je viens voir madame, je me souviens encore du nom, j'avais inventé un nom, madame Dallenberger.
Alors on cherche, mais elle ne fait pas partie des conférenciers, elle ne fait pas partie des invités. Et je réponds, il n'y a que moi pour oser inventer ça. Non, non, elle n'est pas sur la liste, elle travaille au Ladies Room. Je la connais, son mari vient d'avoir un accident très grave de voiture. J'aime mieux que ce soit moi qui la prévienne que 911. 911, c'est le service des urgences, si vous voulez, aux États-Unis. Les Américains sont très gentils, me laissent rentrer, et effectivement, je m'engouffre dans le premier Ladies Room. Et moi qui suis blonde avec des cheveux courts, je sors avec une perruque rousse, j'ai toujours eu envie d'être rousse et toute bouclée. Et et puis voilà, et j'ai la chance en plus de trouver dans un panier le badge vide, donc j'accroche mon badge, je mets mon nom, en cas de contrôle, mon passeport, j'avais l'air d'être invitée. Mais, et ça je l'ai compris plus tard, les participants au congrès signer un engagement sur l'honneur de ne divulguer aucune information. Moi, j'avais rien signé sur l'honneur. C'est qu'après, j'ai compris pourquoi. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que ce congrès est secret? C'est au contraire tout à fait le genre de choses qu'il faut diffuser. J'ai compris après. C'est simplement, c'est parce qu'un des membres avait décidé de publier les actes du congrès et voulait faire un scoop et un gros tirage, etc. Bon, moi, ça, je ne le savais pas à l'époque, j'assiste au congrès, je ne prends pas de notes, j'essaye d'engranger le maximum de choses. Si je prends quand même des notes, mais surtout, je ne me manifeste pas, sauf le dernier jour, posant une ou deux questions. Congrès absolument passionnant. Bon. Et qui m'a valu, d'ailleurs, de mettre le pied à l'étrier de façon violente, si vous voulez, c'est que, en rentrant, je fais un document dans Match. Les documents, ce sont des sujets qui font 6 doubles pages, c'est uniquement du texte, contrairement à Match qui, à l'époque, qui était un journal sérieux, je ne dis plus rien pour maintenant, mais enfin, c'était le poids des mots, le choc des photos. Et moi, j'étais Madame Poids des mots, puisque Match était surtout des photos. Et moi, j'avais toujours mes doubles pages du texte. Et je publie mon papier sur ce congrès tout à fait passionnant. Et là-dessus, je suis contactée par les éditions Plomb. Plomb, c'est l'éditeur du général de Gaulle, quand même. Plomb n'a jamais publié le moindre livre sur les ovnis, sur l'ufologie, jamais. Et qui me commande un bouquin. L'éditeur du général de Gaulle, bon. Et du coup, j'ai fait cette chose invraisemblable, dans la mesure où un livre, je pense que ça se travaille. Les gens qui publient un bouquin tous les ans, pour moi, c'est pas sérieux, c'est tout. Bon. Donc j'ai pris j'ai donné ma démission, je me suis mis en dehors du marché du travail, c'est-à-dire sans indemnité, j'étais pas licenciée, sans rien du tout, sans chômage. Et puis je me suis dit, moi, j'ai décidé de vouer ma vie à la connaissance. C'est pour une question idiote, alors que j'ai ce dossier qui m'intéresse, je refuse sous prétexte qu'il faut que je gagne ma vie, zut, il y a d'autres moyens. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder la question de vos liens avec Bud Hopkins? Alors, c'est vraiment grâce à Bud que j'ai complètement plongé dans le sujet. Je m'intéressais beaucoup, parce que j'avais eu des tas de témoignages à travers le monde qui pour moi étaient absolument incompréhensibles. Lorsque j'étais en Sibérie, où je travaillais à Akademgorodok, parce que je parle russe, etc., je voulais voir les travaux du professeur Kaznachev. Kaznachev me présente, comme il s'occupait de toutes les recherches parapsychologiques pour tous les pays de l'Est et surtout de la Russie. Il me présente des cas intéressants d'ailleurs, et je voyais des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Par exemple, un garçon qui accompagnait sa grand-mère quand elle allait cueillir des champignons dans la montagne. Les Russes à l'époque n'avaient pas les moyens de faire des tests pour développer une médecine allopathique, donc ils faisaient une médecine alternative, naturelle, etc. Et la connaissance de la nature est essentielle, et sa grand-mère était une spécialiste des champignons, elle l'emmène, et pendant qu'elle cueille des champignons, il voit des boules lumineuses. Et ce garçon, sa grand-mère dit « Oui, elles sont souvent autour de moi, ces boules. » Ce garçon a cette idée extravagante de rentrer sa tête à l'intérieur d'une boule. Jamais j'aurais osé faire un truc pareil. Bon.
À la suite de quoi il est quelque peu perturbé. Il a des apparitions, il a des visions, il tient des propos tout à fait incohérents. Et là, la grand-mère est très inquiète. Et elle l'emmène à l'Institut de Novosibirsk, où j'étais, pour le présenter au professeur Kaznatchev. Et là, je commence à avoir des récits d'enlèvement absolument formidables, et pas seulement d'enlèvement. Les gens qui ont des contacts avec les intelligences humaines déclenchent très souvent des phénomènes de hantise, de poltergeist, tout à fait spectaculaires. Je vous parlerai, si ça vous intéresse, d'un cas que j'ai bien connu. Et par exemple, ce garçon, il était devenu complètement magnétique. C'est-à-dire, on faisait des choses formidables, on lui demandait de se déshabiller, donc il était torse nu. Et puis on lui mettait sur le thorax comme ça. J'ai les photos, j'ai tout, mais enfin là, je ne peux pas vous les présenter. On lui mettait une cuillère, et tout ça, c'était complètement scotché, comme s'il était bourré d'aimants à travers le corps. J'ai beau de dire que Kaznatchev, qui avant d'être devenu ce grand spécialiste, est quand même un médecin, était formé aux techniques de radiographie, etc. Il n'avait rien à l'intérieur du corps qui lui permettait d'attirer comme ça le métal. Et je peux vous dire qu'il l'attirait bien. On peut croire que la cuillère était légère, il y avait un peu de sueur. Non, il bougeait, la cuillère restait, vous comprenez, c'était quand même assez spectaculaire. Bon, il avait des entités qui lui parlaient, très bien. Alors, quand je décide de travailler le sujet des enlèvements, je vais voir Bud parce que c'est Bud qui a créé entièrement de A à Z toute la recherche sur les enlèvements. Dans les associations américaines d'ufologie, qui entre parenthèses sont quand même un petit peu plus sérieuses que les associations ufologiques françaises, les ufologues recevaient des tas de témoignages, mais à un rythme infernal, et parmi les témoignages, il y en avait certains qui refusaient systématiquement. L'ufologie américaine partait d'un principe très simple, et on peut maintenant en avoir des échos dans la politique du Pentagone vis-à-vis de la recherche sur les ovnis. Les ufologues voulaient savoir si les ovnis, qui pour eux se manifestaient, pour eux c'était une certitude, pouvaient présenter un danger pour les États-Unis, enfin pour les pays en général. Donc, ils voulaient que leur recherche soit prise au sérieux par les militaires et par l'armée. C'était le but numéro un. Les ufologues, ils étaient pris pour des doudingues, vous comprenez, par l'armée et les militaires, et par tous les scientifiques. Donc ils voulaient être respectables. Donc dès qu'ils avaient des cas de gens qui disaient qu'ils avaient rencontré des extraterrestres, qui à l'époque, je le précise, n'étaient pas du tout des petits gris, c'est une convention, une sorte de petits gris. Mais ce serait un autre sujet qui serait trop long. Donc ils mettaient tous ces côtés-là de côté. Et moi, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai été voir la Pro, j'ai été voir différentes associations. Ils me montraient des armoires de dossiers en me disant on ne peut pas les enquêter, on se contente de les archiver, c'est tout. Bien. Tout ce qui était donc enlèvement était complètement tu. Or, Bud est confronté à un phénomène. Alors, Bud Hopkins, je précise, c'est un peintre, et un peintre de grand talent. Il est exposé dans les meilleurs musées aux États-Unis. Il a complètement sacrifié sa carrière de peintre à sa carrière de chercheur dans le domaine des enlèvements. Et il commence à étudier ces cas. Il y avait eu un folkloriste qui avait fait un travail très intéressant sur les enlèvements. Il avait découpé le scénario de l'enlèvement en 7 épisodes, c'était toujours les mêmes. De même que vous êtes spécialisé dans les triangles, à un moment, on sait que les ovnis n'apparaissent pas toujours avec la même forme. Quand vous regardez l'évolution du phénomène ovni, on passe du dirigeable, bon, et maintenant les triangles, c'est dépassé d'ailleurs. Mais on est passé par toutes sortes de choses, rectangulaires, avec hublot, sans hublot, etc. C'est comme si le phénomène s'adaptait à la mentalité qu'elle pouvait accepter. Il y avait un scénario imparable au début, et les scénarios commencent à bouger. Alors, on sait que normalement, au début, ça commençait toujours par une lumière ou un son, qui permettait au sujet de rentrer dans un état altéré, etc. Mais il y avait des épisodes très sympathiques dans les enlèvements
auquel on n'a plus droit maintenant. Moi, je suis toujours en contact avec des abductés. C'est pour ça que je demande toujours qu'on ne diffuse pas le numéro de téléphone, parce que mon téléphone est un vrai drame. Eh bien, je ne retrouve plus certains épisodes qui faisaient mes délices quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Or, Bud a travaillé pour structurer les enlèvements et il a démontré des choses dont on ne se doutait pas du tout au début. C'est-à-dire qu'il semble y avoir une filiation chez les abductés. C'est-à-dire un sujet est enlevé, quand on gratte son passé, on voit que la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère avaient ce genre d'expérience, mais qui, à l'époque, était mis sur le compte des faits, etc. Comme exactement, quand vous étudiez les guérisseurs, vous voyez que la plupart du temps, cet ado héréditaire, ça remonte dans le temps. Bon, il a trouvé toutes sortes de choses absolument passionnantes. Il m'a reçu avec une grande gentillesse, j'ai passé des heures et des heures avec lui, et j'ai pu assister quelquefois à certaines de ces interviews, sous hypnose ou non sous hypnose, et j'ai vraiment la plus grande admiration pour la rigueur et l'honnêteté intellectuelle avec laquelle il travaillait. C'est-à-dire, vous savez, dans l'hypnose, il y a des façons d'induire très subtilement une réponse, et puis quelquefois c'est encore plus pervers, c'est que le sujet qui est hypnotisé arrive à percevoir les désirs inconscients de l'hypnotiseur et va donc répondre au fantasme de l'hypnotiseur. Vous voyez comme ça doit être subtil et exercé par des gens compétents et non pas comme des amateurs. Je vise deux personnes en particulier que je ne nommerai pas par charité chrétienne. Bon, alors, je travaille et je vois travailler Bud. Bud a essayé absolument de convaincre un de ses amis psychiatres, le docteur Mac, un certain docteur Mac, psychiatre, de s'intéresser au sujet. Et Mac lui a toujours dit non, c'est de la connerie, c'est pas sérieux, moi je suis psychiatre, je sais faire la différence entre un délirant et un sujet sain. Et Bud lui rétorque, parce que Bud a fait un travail de pionnier extraordinaire. Bud lui dit, mais j'ai fait faire toutes ces recherches par des psychologues, etc. Je leur ai soumis les sujets, non pas en leur disant je veux un examen ou un sujet qui me raconte des histoires bizarres. Elle m'a dit j'ai des gens qui postulent pour des jobs, je voudrais savoir quelles sont leurs compétences intellectuelles. Vous voyez? Et le docteur Aphrodite Clamart, il y a plusieurs psychologues qui ont travaillé avec sur ces sujets proposés par Bud. Et à chaque fois, l'objectif, c'est de dire, ces sujets parfaitement sains, quotient intellectuel, bon. Et quand Bud leur disait, que si ça vous étonnerait si je vous racontais que ces gens disent qu'ils ont été visités par des extraterrestres, les gens, mais c'est pas possible ça, ce sont des gens parfaitement sains que j'ai vus. Bon, donc il avait déjà fait tout le travail préparatoire. Et Mac ne voulait pas y croire. Et Bud a mis un temps fou à intéresser Mac à ça. Et après ça, il a plongé, alors là, à tel point qu'il vivait même avec une abductée, hein, d'ailleurs. Bon. Alors, à propos des enlèvements, je voudrais quand même dire des choses, parce que Mac a quand même un petit peu évolué à la fin de sa vie. Une des dernières choses qu'il m'avait dites, Marie-Thérèse, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait ce que sont les enlèvements, qui peut vous les expliquer, vous pouvez être sûr que cette personne, premièrement, n'y connaît rien, donc vous pouvez être sûr que cette personne n'y connaît absolument rien. Moi, au point où j'en suis, je suis incapable de vous dire ce que sont les enlèvements. Bon, on peut garder cette phrase-là. Mais, donc, Bud a fait un travail de pionnier extraordinaire. Je me suis décarcassée sans succès, d'ailleurs, pour faire traduire ses bouquins. Malheureusement, ça n'a pas marché. Alors Sarah, je l'ai rencontrée dans des conditions absolument incroyables. C'est-à-dire, j'étais au Canada,
où je faisais des conférences, j'avais fait un livre sur Nostradamus, et plein hiver, et je vais à une émission de télévision, et une de mes amies, je connaissais personne à l'époque, j'ai pas un ami au Canada, donc, me prête sa voiture, je n'ai pas l'habitude de conduire au Canada par -20, donc j'arrive un petit peu en avance, pour pas être en retard à l'émission, donc je suis installée dans une cafétéria, et je vois arriver une fille ravissante, un peu votre genre, votre assistante, vêtue d'une façon assez incroyable, elle avait une robe d'indienne en peau, en daim. Elle me dit « Salut Marie-Thérèse », avec un accent canadien coupé au couteau. Je dis quoi, on se connaît? Bref, to make a long story short, cette femme que je n'avais jamais vue, et je lui dis « Où est-ce qu'on s'est rencontrés ?» Elle me dit « Mais dans l'OVNI ». Je lui dis « Ah bon, très bien. Ah, il faut que je t'emmène, je suis venue te chercher. » J'ai dit « Non, j'ai une émission de télévision, on se revoit après. » Et c'est comme ça que j'ai découvert, curieuse comme je suis, j'ai suivi cet inconnu. Avec la voiture qu'on m'avait prêtée, j'ai pas voulu monter dans sa voiture. Et j'ai suis tombée sur un cas extraordinaire. Une femme remarquablement intelligente, physicienne, matérialiste, les pieds sur terre, qui a vécu des événements absolument terrifiants dans ses rencontres. Je ne vais pas vous les résumer, on y sera encore dans 100 ans. Sûr, ouais. Mais, entre autres, elle a eu des démêlés physiques avec, soi-disant, Aniti, qui l'ont amenée à l'hôpital. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, et c'était une bouillie humaine, le chirurgien, le médecin de garde était un urologue, et elle avait, entre autres, la vessie éclatée. Et ce chirurgien est tombé fou amoureux de cette beauté. Elle avait le nez cassé, elle avait la bouche, bon, très bien. Et cette beauté, donc, a fait état de dons absolument stupéfiants. Alors, son cas est intéressant parce que s'intéresse absolument pas aux ovnis. Il lui arrive des aventures auxquelles elle refuse de croire, et elle révèle avoir des dons, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est quand les sujets vivent ces expériences et qu'il en reste quelque chose. Comme certains cas dans les EMI, vous avez des gens qui changent complètement de vie, non pas parce qu'ils ont une philosophie différente de l'existence, mais parce qu'ils ont des dons. Or très souvent, moi j'ai remarqué par les abductés, des dons spectaculaires au point de vue dessin et peinture. Il y a une abductée qui vient de mourir maintenant, un grand cas, Betty Andreasson. De la suite de ses enlèvements, elle est devenue formidablement douée en dessin. Bon. Mais elle avait des dons de guérison, et ça je l'ai vu travailler, la guérison. Or, elle vivait avec ce médecin au Canada. Vous imaginez, pour un médecin travaillant dans un hôpital, de vivre en concubinage avec une abductée qui guérit à tour de bras, des guérisons, etc. Bon. Sarah, un jour qu'elle prenait sa douche, elle a senti qu'il lui sortait quelque chose du nez. Elle a trouvé ça dégoûtant, hein. On a sorti la chose et on l'a fait analyser. C'est là un plan. Bien. À ceci près qu'il y a eu un détail absolument fâcheux, c'est que le spécialiste qui a analysé son implant l'a brisé en le mettant sous le microscope. Et Sarah était persuadée que ce médecin l'avait fait exprès. Non, j'ai longuement discuté, c'était une maladresse. D'habitude, les abductés qui ont des implants, quand ils arrivent à leur terre eux-mêmes, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en débarrasser. Ils ne veulent pas entendre parler d'analyse ou quoi que ce soit. Bon. Alors, Sarah, elle est visitée régulièrement, prend un chien pour éviter ses enlèvements, ça ne sert à rien. Et on la soumet aux tortures habituelles, mais on lui donne un don tel qu'elle ne sait pas quoi en faire. Alors, vous imaginez vivre avec un médecin en milieu hospitalier et guérir, c'est un peu difficile à supporter, donc il décide de tester et il lui amène des malades, il me dit bah, écoute, dis-moi ce qui se passe. Et Sarah, comme les chamans, scanne les corps. Elle passe sa main devant et elle lit vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur. Le médecin fait l'expérience 5, 6, 7 fois et lui dit non, ça n'a aucun intérêt parce que
tu es très télépathe, ces médecins je les connais, je sais qu'ils ont ceci, ceci et ça. Donc tu lis dans mon esprit. Mais maintenant, tu vas scanner des gens qui n'ont pas encore été examinés à l'hôpital. Alors là, ça sera plus intéressant. Bien fait Sarah. Finalement, quelquefois, il réunissait 7 patients qui étaient arrivés à l'hôpital qui n'avaient pas été encore reçus. Donc Sarah scanne, une secrétaire prend des notes. 3 jours après, on a la confirmation, le diagnostic de Sarah et celui des médecins. Bon, et elle m'a dit, jamais je n'ai été capable de faire ça. Et puis, elle a très mal pris cette expérience, parce qu'elle s'est dit, finalement, mon don ne sert à rien, puisque je fais simplement ce que les appareils de radio peuvent faire. Je réponds à ceci près qu'en cas de panne, de n'importe quoi, de guerre, où il n'y a personne, etc., toi tu travailles et nous, on n'a pas les instruments. Elle était assez frêle et menue, et elle me disait, moi maintenant, je comprends, c'est pas possible ce que je peux faire. Et devant moi, elle a déplacé une armoire métallique bourrée de dossiers et de livres que je ne pouvais pas déplacer de 30 cm. Et j'ai été demander à sa mère, parce que c'est ça, faire une enquête, et ça ne peut pas simplement tendre son micro à quelqu'un qui vous raconte une histoire. Vous allez vérifier les témoins. Est-ce qu'il a vraiment porté plainte à la gendarmerie? Où est la plainte? Il était examiné à l'hôpital? Où est la déposition à l'hôpital? Et donc, voilà sa famille, la force de Sarah. Mais Sarah, quand elle était gamine, elle refusait de porter ses cartas, ses dictionnaires latins, parce qu'ils étaient trop lourds. Voilà. Et elle n'a pas arrêté. Moi, elle m'a fait des coups absolument formidables. Un jour où je traversais le Canada avec elle en voiture, elle s'amusait à éteindre sur l'autoroute. Elle éteignait les réverbères. Elle me disait lequel j'éteins, je disais le 3e, 1, 2, 3, paf, à ce moment-là, il s'éteignait. Bon. Elle n'a pas cessé. Elle m'a empoisonné la vie, parce qu'évidemment j'étais venue avec mon portable pour travailler. Dès qu'elle rentrait dans la pièce, mon portable, mon ordinateur était aux abonnés absents. Donc le phénomène de poltergeist, ça c'est le phénomène déplaisant. Les télévisions qui se mettent en route, les fers à repasser non branchés sur l'électricité qui chauffe, ça peut causer des dégâts. Bon, alors les poltergeists, c'est pas toujours très rigolo. Les dons, ceux que j'ai le plus fréquemment rencontrés, c'est vraiment guérison et dessin. Je n'ai pas rencontré, Bud n'en connaissait pas moi, de dons pour la musique. Ça, je sais que Grande Cameron a étudié les musiciens qui sont inspirés par les ovnis. Mais il y a une explosion de dons. C'est-à-dire, c'est comme si notre cerveau accouche de possibilités qui étaient en attente, puisqu'elles se sont manifestées après, mais qu'on avait été jamais capable d'extérioriser. C'est quand même un cadeau formidable. Alors, il n'est pas vain de comparer, je ne suis pas la première à faire le lien, les répercussions des enlèvements et les répercussions des NDE. Parce que, de même qu'on voit, il y a de plus en plus de témoignages maintenant de NDE. Au début, même chose, on les prenait pour des cinglés, mais on remarquait que leur vie changeait. La vie on les appelle les expérienceurs, comme on dit, moi j'aime mieux dire les expérienceurs finalement que les enlevés. Mais enfin, les expérienceurs, que ce soit NDE ou que ce soit OVNI, n'ont plus la même vie après. Ils font état, premièrement, d'une grande ouverture aux problèmes écologiques de la planète. Ça, c'est peut-être plus, on reviendra au spirituel après, c'est peut-être plus spécifique pour les ovnis, parce que lorsque les gens sont enlevés, on les soumet quelquefois à des visions apocalyptiques de la planète en feu, complètement asséchée, enfin un état dramatique de la planète. Bon, alors la peur du nucléaire, chez les enlevés, ça a pris des proportions formidables. Les guerres, tout ça, bon, ce sont des militants de la paix en général. Ça change une attitude, vous savez ça. Le rapport à la nature change une attitude. Même chose, tant chez les NDE que chez les ovnis. Bon, au point de vue religieux, il ne faut pas quand même oublier une chose. Nous vivons dans un petit monde complètement compact et fermé. C'est pas grave.
Compact et fermé. Il ne faut pas oublier le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, c'est-à-dire je ne sais combien de milliards de galaxies, et nous arrivons à des sextillions, hein, c'est-à-dire ça fait 14 zéros hein, d'étoiles. Donc il faut une vanité absolument incroyable pour penser que nous sommes la seule civilisation qui existe. Mais au-delà, oui, qu'on soit la seule, ça vous semble un peu difficile. Bon. Mais au-delà des civilisations, ce n'est que repousser le problème d'un cran. D'où viennent ces civilisations, même si elles ne se manifestent pas, même si elles se manifestent. On finit toujours par aller au grand architecte de l'univers. On est obligé d'y arriver. Que ce soit de façon dogmatique, grâce aux canaux que nous ont proposés les diverses religions, mais on est obligé de se poser la question. C'est extraordinaire qu'à un moment, il n'y ait plus le matérialisme puisse exister. Quand on regarde ce phénomène de la vie, d'ailleurs, un philosophe avec qui j'ai beaucoup travaillé disait toujours, pour moi, le dialogue avec un marxiste est stérile, il ne peut pas y avoir de discussion, parce qu'ils sont fermés. Bon. Le phénomène OVNI, on en a parlé tout à l'heure à propos de Valdès, qui, comme par hasard, depuis qu'il est pasteur, ne veut plus rien dire. Nous avons sur la pointe des pieds évoqué le cas de Mas, qui sait qu'il a touché le grand, enfin, a l'impression qu'il sait qu'il a touché le grand secret. Mais des abductés qui ont des certitudes spirituelles, c'est légion. Vous me direz, c'est ennuyeux quand même, c'est que les gens qui font l'aventure des psychédéliques. Et ça, c'est très important, et c'est très intéressant aussi. Le docteur Strassman, par exemple, qui a beaucoup étudié les psychédéliques, a obligé 400 de ses étudiants à prendre des doses de DMT, doses qu'il avait établies selon un protocole, pour étudier les effets. Et pour essayer de travailler sur le sens des visions. C'est comme si les drogues, les psychédéliques, ou ces expériences, que sont les enlèvements et les NDE, ouvraient les portes de nos perceptions. Alors, c'est peut-être plus dans le sens le plus large, pour ne pas froisser ceux qui ont des allergies aux termes de spirituel, les portes de la perception sont complètement ouvertes. Et elles nous font transcender l'humain. Donc à partir du moment où on transcende l'humain, on arrive quand même dans le domaine spirituel. Et le phénomène de l'enlèvement, c'est très bien, c'est une porte.